Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Clément Besset, je suis sociologue, je travaille à l'Atelier parisien d'urbanisme. Simplement pour resituer l'Atelier parisien d'urbanisme, comme son nom l'indique, on ne travaille pas que sur Paris, mais sur l'échelle du Grand Paris. Et on travaille avec une trentaine de partenaires, qui sont nos partenaires financeurs, dans le cadre de programmes de travail biannuels. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un de volets d'une étude en 3 volets, qui est le résultat de 2 années de travail à l'atelier portant sur les inégalités sociales et territoriales de santé à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Un travail qui fait suite notamment au travail dans le cadre du diagnostic du SCOT qui vient de vous être mentionné, mais également d'une demande de la part de nos partenaires, donc des territoires, des syndicats, des l'INSEE, plein de partenaires qui nous demandaient d'avoir une vision un peu globale et actualisée des enjeux de santé à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Dans ce cadre-là, on a décidé de travailler de façon ouverte avec un comité de suivi qui associe la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l'ARS, l'ORS, je remercie par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie, Ecopolis, que je remercie bien entendu, la PHP, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis notamment. Et donc cette étude que vous trouverez en ligne, qui est d'ores et déjà disponible, prend appui sur 3 grandes questions. Une première sur laquelle je ne reviendrai pas, les questions d'offre de soins, et dont vous trouverez une analyse globale sur l'entièreté de l'offre hospitalière et de ville et en médico-social, et également les projets et les leviers face à un constat et un diagnostic qui est assez terrible pour la métropole du Grand Paris en termes d'offre de soins, et notamment un des leviers est celui de l'urbanisme réglementaire, et c'est notamment un travail que l'on a mené dans le cadre du PLU bioclimatique de la ville de Paris pour mettre en place des prescriptions, et notamment des prescriptions localisées et donc on a déterminé une centaine d'emplacements réservés pour des équipements de santé à l'échelle de la ville de Paris. Un deuxième volet qui portait sur les questions de recours aux soins. En effet, quand on peut avoir de l'offre, mais on sait très bien que les inégalités de recours déterminent les enjeux de santé. Et donc, au-delà d'une analyse qu'on a pu faire, par exemple, sur quelle est l'offre et quelle est l'acceptabilité, on a travaillé sur certains dispositifs de prévention et une partie de l'offre de soins pour comprendre qui sont finalement ceux qui ont recours, et sans grande surprise, l'émergence sociale de santé s'exprime de façon très prégnante à l'échelle de la métropole, comme vous pouvez vous en douter. Aujourd'hui, je voudrais me centrer sur le 3e le volet de l'étude que vous retrouvez également en ligne et qui portait sur les actions en santé publique. En effet, nos partenaires nous ont demandé mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur la santé dans les territoires ? On n'était pas très à l'aise pour répondre à cette question parce qu'en réalité, on nous disait oui, on sait déjà tout, il y a plein de choses qui se passent, etc. Mais on n'avait pas de vision très claire de ce qui se passe concrètement. On a pu voir des exemples depuis ce matin, et des exemples qui sont fortement mis en avant. On voit des exemples ponctuels, mais pas de vision globale des choses. On n'a pas réussi à faire de vision globale des choses, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on considère qu'il n'est pas possible d'avoir une vision globale des choses sur les enjeux de santé publique à l'échelle de la métropole du Grand Paris, tant il y a de choses. L'Agence régionale de santé a signalé que dans le cadre des contrats locaux de santé à l'échelle régionale, il y aurait environ 700 actions. Donc on ne sait pas lesquelles elles sont concrètement, mais dès lors, notre objectif était de rendre compte d'actions que les collectivités et nos partenaires, dont nos 30 partenaires financeurs, jugeaient comme emblématiques. Durant l'été 2022, on a envoyé à l'ensemble des directeurs généraux de services des 131 collectivités, communes de la métropole du Grand Paris et également des départements. Donc c'est Paris, petite commune, la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, et on a reçu environ une 50aine de réponses. La question qui était posée aux directeurs généraux de services, c'est pourriez-vous nous remonter 1, 2 ou 3 actions que vous jugez emblématiques de votre action en santé publique? Notre question était extrêmement ouverte, et à partir de là, on leur demandait de nous définir quels sont les objectifs, quels sont les enjeux, quelle est la gouvernance, quelles sont les modalités d'action, d'intervention, et quels sont les effets. C'est un travail qualitatif qui a été mené par une chargée d'études qui s'appelle Maga Mahaoui, que je remercie à cette occasion, qui a été ensuite d'aller voir l'ensemble des porteurs de projets de ces actions à l'échelle de la métropole du Grand Paris, qu'on a classé en 3 grandes thématiques.
Et vous verrez que tout ce qu'on parle depuis ce matin, ben, c'est en fait qu'une seule des thématiques de la santé publique dans les territoires. On parle d'urbanisme favorable à la santé. Dans le cadre de la crise sanitaire, je ne compte pas le nombre de webinars qu'il y a pu avoir sur le retour de la santé dans les territoires. Quand on regarde la santé dans les territoires, on regarde en réalité deux choses. Les déterminants de santé associés au territoire et la territorialisation des politiques publiques de santé. Et dès lors, quand on regarde ça, on regarde finalement différentes choses, des choses qui sont d'envergure, de grande envergure, et notamment c'est par exemple ce que la métropole du Grand Paris a pu souligner dans le cadre de son SCOT. Un SCOT, c'est 20, 30, voire 40 ans. Dès lors, forcément, on n'est pas sur les mêmes temporalités comme ce qui vient d'être dit par rapport à des installations de médecins maintenant. On avait des choses, par contre, qui nous ont été remontées de la part des porteurs de projets de très petites échelles. À l'échelle d'un quartier. On a pu voir ce matin dans l'exemple de belge ou dans les exemples même des ZAC qui sont présentés, finalement, c'est une toute petite échelle, une ZAC, et un parc d'autant plus. Et dès lors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir soit d'un côté une logique d'envergure métropolitaine, soit de l'autre que des petites choses et des petites collections d'actions qui mèneraient à la santé publique. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence ces actions, mais de rendre compte de à la fois comment elles peuvent être complémentaires et s'inscrire l'une face à l'autre. On a organisé dès lors cette quarantaine d'actions qu'on a investiguées, on a fait environ 70 entretiens à peu près, sur un espace-temps d'un an, en 3 grandes entrées. D'abord, les logiques de sensibilisation, de promotion de la santé. Et finalement, ce que Ecopolis fait aujourd'hui, c'est un peu ça, de distiller cette logique de sensibilisation, de promotion de la santé. Mais si vous êtes ici, c'est que peut-être vous êtes déjà acculturé à cette question. Dès lors, comment on peut ouvrir ces questions pour un public beaucoup plus large. Deuxième grand thème d'action, et ensuite je rentrerai un peu plus précisément sur celle-là, sur les dynamiques d'aller vers. C'est par exemple des équipes mobiles de protection maternelle et infantile qui vont dans des bidonvilles ou bien qui vont dans des quartiers plus difficiles. C'est également des choses qui sont mises en place dans le cadre du déploiement depuis 2016 des maisons sport santé. Je reviendrai sur cet exemple à partir de l'exemple parisien. Et enfin, c'est la santé environnementale. Pour autant, c'est l'atelier parisien d'urbanisme qui demande au DGS finalement quelles sont vos actions. On a eu très peu de choses sur l'urbanisme favorable à la santé, sur la santé environnementale, ce qui interroge finalement sur l'acculturation et sur la réalité de l'ampleur de ces actions sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et on ne souhaitait pas mettre en avant des actions qui ont d'ores et déjà été étudiées. Il y avait des choses qui ont été faites sur la MISEAD, il y avait des choses qui avaient été faites aussi dans le cadre de différents PRSE qui se sont succédés. Et finalement, on a 2 grands types d'actions qui nous sont revenus en santé environnementale, des choses extrêmement méta, des référentiels, des guides, et on en a beaucoup de guides, et on ne souhaitait pas faire un guide, on ne souhaitait pas reprendre cette logique de guide, de prescription, mais de montrer la réalité des choses. Et des choses qui sont de l'ordre plus opérationnel, je reviendrai sur quelques-uns de ces exemples. Donc, deuxième chose, en termes d'analyse sur ce petit panel qui n'est pas représentatif. Je préfère le dire, c'est 40 actions, ils nous sont remontées par un biais, que celui que je vous disais. Donc ça ne peut pas montrer la pluralité des actions, et pour autant, ça montre le pluralisme des thématiques qui sont investies, mais aussi des temporalités de leur mise en œuvre. En effet, la première, c'est à Duny, c'est en 1986 qu'à Duny, dans les écoles de la ville, ils se sont rendus compte que la moitié des élèves avaient des caries. Et donc, ils ont mis en place un système de prévention en santé bucco-dentaire, et cela fait depuis 1986 qu'il y a cette action sur ce territoire-là, qui ensuite a été raccrochée à une logique de nutrition, et qui ensuite a été raccrochée à une logique plutôt de santé scolaire. Mais vous avez des choses qui reviennent, et une des questions dont on s'interrogeait, c'était de savoir, est-ce que la crise sanitaire a été ce grand révélateur qui nous mettrait que la santé publique distillerait à l'échelle des territoires? Oui et non, et finalement, ce qu'on peut dire à partir de ce petit panel non représentatif, c'est 2 choses. C'est que le Covid a eu un effet accélérateur pour certaines des actions. Elles sont émergées à l'origine de la crise sanitaire, mais pour d'autres, ça a eu un effet complètement contraire, une mise à l'arrêt totale des actions en santé publique, notamment sur tout ce qui est santé, dynamique d'aller vers, santé communautaire, etc. Donc de dire que tout d'un coup,
la crise sanitaire est un grand révélateur, ben, c'est un peu plus compliqué que ça. On a une ambivalence entre ces deux situations. Troisième élément qui nous semble intéressant dans ce petit panel, c'est que la majorité des actions et des initiatives, elles ont été pensées localement, elles n'ont pas été pensées à l'échelle régionale et elles n'ont pas été pensées à l'échelle des appels à projets. En effet, on aurait pu penser qu'on aurait tous les appels à projets, tous les AMI, les appels à la gestion d'intérêt, pardon, qui nous remonteraient, etc. Ben, en fait, non. C'est très minoritaire dans ce petit panel d'une quarantaine d'actions qui sont principalement portées, et c'est à la fois une des forces et une des difficultés de ces actions, parfois par une ou deux personnes dans un service, et lorsque cette personne ou ces deux personnes partent, l'action meurt. Ce qui pose dès lors une question sur comment pérenniser ces actions, qu'elles ne soient pas rattachées à des personnes et à des volontés de personnes au sein de services, mais qu'elles ne soient pas non plus rattachées simplement à des appels à projets potentiellement descendants. Quatrième élément qui nous semblait intéressant dans ce petit panel d'action, c'est que finalement les publics ils sont extrêmement divers, mais on retrouve des choses assez semblables. Certaines sont très ciblées et visent à toucher l'ensemble de la population sur un territoire donné. Les EIS, c'est in fine ça. Tandis que d'autres ont des logiques beaucoup plus larges et des logiques plutôt populationnelles. C'est les dépistages organisés, par exemple, pour le cancer du sein, forcément, c'est une approche populationnelle, mais c'est aussi des choses sur les publics sans abri, les publics sans domicile, ou les personnes vivant en bidonville. Cinquième élément qui nous semblait intéressant, c'est le rôle central, et que je signalais tout à l'heure, sur les porteurs de projets. Les porteurs de projets, c'est à la fois quelques personnes et parfois des organismes, des circuits organisationnels beaucoup plus complexes. Et finalement, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de circuits très compliqués pour faire de la santé. Et c'est ce qu'on voit finalement, ce qu'on entend depuis ce matin. Enfin, moi, si je devais résumer ce que j'entends depuis ce matin, c'est comment faire un bon projet d'aménagement qui inclut les enjeux de santé, comme il inclut les enjeux d'aménité, comme il inclut les enjeux environnementaux. Mais finalement, les EIS et l'urbanisme favorable à la santé, c'est juste repenser un peu différemment des projets pour qu'ils servent la population locale plutôt qu'on change totalement le paradigme. Autre élément intéressant dans ce petit panel d'action, c'est les différentes modalités de mise en œuvre qui sont mises en avant. En effet, on a des choses, c'est des ateliers de sensibilisation et d'éducation à la santé, en milieu scolaire et hors extra-milieu scolaire. On a des démarches d'aller vers, c'est les équipes mobiles, par exemple, de PMI dont je parlais. On a des choses qui sont très liées à la santé communautaire, avec l'Académie populaire de la santé de Seine-Saint-Denis, qui est finalement un processus de formation, et par rapport à l'exemple belge qu'on a pu entendre ce matin, c'était un peu ça aussi qui était mis en avant, de dire que les meilleurs ambassadeurs de la santé, c'est finalement la population qui vit dans un quartier, et dès lors qu'on peut essaimer les enjeux de santé publique en partant du local, en partant d'une approche liée à la population. Mais on a des choses aussi qui sont liées aux actes sur prescription, comme les maisons sport-santé, ou enfin la santé environnementale au travers de documents cadres et de projets urbains. Quand on a demandé à ces acteurs quels étaient un peu leur bilan sur ces actions, ils sont extrêmement positifs. Mais la grande difficulté, elle est double. Un, mesurer l'effet immédiat. Quand on regarde sur un atelier de sensibilisation sur la santé, on va dire bah, j'ai fait 9 stands et j'ai vu 37 personnes dans l'année. Dès lors, bah, on va vous dire « Ah oui, c'est tout ». Sauf qu'en réalité, ces effets, ils se verront dans 15, 20, voire 30 ans. Quand on fait de la sensibilisation en santé scolaire, ben finalement, c'est peut-être pas la santé des enfants immédiatement pour la majorité d'entre eux, et heureusement, mais c'est finalement la santé scolaire qui viendra après. Et finalement, le besoin qui s'était exprimé, c'était un besoin aussi de mise en visibilité et de sortir des appels à projets uniquement fondés sur des dynamiques évaluatives immédiates pour entrer dans une logique de pérennisation et de considération du fait de la santé. Pour revenir très concrètement quelques minutes sur ce panel, comme je signalais, la promotion de la santé, donc on a des actions qui sont très milieu scolaire, destination des jeunes, et pour donner un exemple d'entre eux, c'est un équipement quartier jeune qui est pas très loin d'ici par ailleurs, avec un quartier santé qui a été mis en place et qui est ouvert à tous les franciliens malgré le fait qu'ils soient à Paris. On a des choses sur la vie affective et sexuelle, et on peut s'alarmer du fait que dans les universités, il y a très peu de choses sur la santé sexuelle, alors qu'on sait que c'est un âge important. Et dès lors, on a des choses sur plutôt les collégiens, mais très peu sur les jeunes post-18 ans, on va dire.
Et on a des choses sur la lutte contre l'obésité et pour une alimentation saine et en quantité suffisante. Je voudrais me centrer sur quelques-unes des actions, plutôt des deux autres piliers. D'abord sur les dynamiques d'aller vers en équipe mobile, avec un exemple en Seine-Saint-Denis. L'équipe mobile précarité de Seine-Saint-Denis, elle part du constat, et donc c'est 1200 femmes qui ont été accompagnées sur l'entièreté de l'année 2022, partait du constat qu'en réalité, on avait une surmortalité forcément, on a une augmentation de la mortalité infantile en Ile-de-France, et d'autant plus pour les personnes les plus précaires, et en particulier en camping et en bidonville. Finalement, c'est une petite équipe qui a été mise en place, c'est 4 femmes en l'occurrence, une puéricultrice, une sage-femme, accompagnée d'une traductrice romanophone qui va directement in situ pour aller raccrocher les femmes et les ramener dans le système de santé, les orienter sur l'accès aux droits, les orienter sur l'ouverture des droits et les orienter sur les examens notamment associés aux premiers mois de grossesse. D'autres choses sur la maison sport santé. Depuis 2016, on a un grand plan national avec l'idée de déploiement de 500 maisons sport santé à l'échelle de la France. Les choses s'accélèrent simplement depuis quelques années, ils ont pris un coup d'arrêt avec la crise Covid, et notamment la ville de Paris nous a partagé le travail qu'ils sont en train de faire de déploiement de ces maisons sport santé à l'échelle du territoire parisien. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu des échos dans d'autres territoires, notamment à Saint-Ouen, notamment à Champigny-sur-Marne, qui travaillent sur ces mêmes réflexions. Dès lors, s'ils travaillent sur les mêmes réflexions, est-il possible de les mettre en commun pour qu'ils puissent dialoguer ensemble sur comment réellement mettre en place ce type d'équipement et qu'il soit utile pour l'entièreté de la population? Troisième exemple, qui est à la fois qui en fait deux actions qui nous sont remontées, c'est les équipes Elias, donc des équipes de liaison intersectorielle d'accompagnement entre habitat et soins, et le dispositif DLAI, le dispositif de logement accompagné pour l'inclusion. Il s'agit d'un travail partenarial notamment qui associe le GHU et le GHT Paris-Est Marne-la-Vallée pour les troubles psychiques des populations les plus vulnérables. Donc les équipes Elias, très concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont directement in situ pour accompagner le logement d'abord des populations les plus vulnérables, les installer et les maintenir dans le logement malgré tous leurs troubles potentiels psychiques ou sociaux. Ce que fait ensuite le DLAI, c'est un dispositif de logement tremplin, et donc on est totalement dans la logique habitat-logement qui a été signalée ce matin sur le PRSE, finalement. C'est un exemple d'action, comment à travers le logement et la santé mentale, on peut travailler ces deux enjeux à la fois en accompagnant les personnes. Et enfin, troisième et dernier pilier qui est celui de la santé environnementale. Comme je vous le disais, finalement, il y a peu d'actions qui nous ont été remontées et il y a un autre sujet qui n'est pas du tout remonté, et c'est pour ça qu'on lance l'Observatoire des morts au travail. Rien ne nous est remonté sur la santé au travail malgré les accidents du travail et notamment sur les chantiers. Pour autant, sur la santé environnementale, donc on a eu des choses très macro, le SCOT, dont on a pu parler. Je vais revenir sur deux autres exemples, avec l'exemple de Courbevoie et de la Société du Grand Paris. Et des choses beaucoup plus opérationnelles. Par exemple, les fontaines de Zannin. Les fontaines de Zannin, si vous baladez dans Paris, c'est des fontaines qui ont également un brumisateur. En effet, face au street pooling des jeunes, notamment dans certains quartiers, qui, face à des îlots de chaleur, préféraient casser et avoir un grand jet d'eau pour pouvoir s'arroser, la Haute-Paris a mis en place ce système qui est à la fois un accès à une eau potable saine et également une brumisation des espaces les plus soumis aux îlots de chaleur. Pour donner quelques exemples, ce que la Société du Grand Paris nous a remonté, c'est un référentiel, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est finalement on a beaucoup de référentiels, de guides, etc. Et il s'agit d'inscrire la santé dans une approche davantage environnementale à l'échelle de 100 projets autour des 68 quartiers de gare de la métropole de la Société du Grand Paris, la métropole du Grand Paris de fait, qui du coup a pour but d'accompagner les promoteurs, les bailleurs, les investisseurs, les architectes et les paysagistes à penser autrement à l'échelle de ces quartiers. Autre exemple, Courbevoie. Courbevoie nous a remonté 3 actions. On ne s'entendait pas à avoir 3 actions d'une seule commune.
Mais finalement, c'est intéressant de regarder le cas de Courbevoie. Parce qu'à Courbevoie, ils ont structuré une direction de la santé publique en travaillant étape par étape. Leur première des étapes, ils ont fait tout simplement la promotion de la santé environnementale à travers des ateliers pédagogiques. Tout simplement, dans les quartiers, aller dire c'est quoi la santé environnementale, l'acculturation au sens large. Puis ils ont décidé de travailler en pied d'immeuble et dans les marchés pour travailler sur les perturbateurs endocriniens, pour justement aller encore plus loin dans cette logique de sensibilisation. Et troisième étape, ils sont sur une logique de labellisation de leurs bâtiments publics pour jeunes publics, notamment les écoles et les crèches, sur la qualité de l'air, construisant dès lors une politique de santé publique à l'échelle d'une commune et le structurant autour d'une direction. Et enfin, ce qui a été dit ce matin sur les EIS. Les EIS ne sont qu'une des configurations et qu'un des outils de cette logique plus globale de la santé environnementale et de la santé publique au sens large. Et dès lors, cette focalisation sur les EIS est nécessaire mais insuffisante et il nous semble important, et c'est ce qui a été dit depuis ce matin, il faut du suivi sur ce type de projet. Enfin, et pour conclure, simplement pour déjà remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail et pour vous dire qu'on ne souhaite pas s'arrêter là. En effet, on partait du constat initial qu'on manquait de visibilité sur ces actions en santé publique. Et dès lors, si vous le souhaitez participer, on souhaiterait actualiser ce travail en 2024-2025. Et donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous aurez un petit lien, tout simplement, sur lequel on vous demandera simplement de dire qui vous êtes, pourquoi votre action est inspirante en termes de santé publique à l'échelle des territoires, et on retravaillera pour justement faire des fiches projets qui mettront en visibilité votre travail. Et enfin, simplement pour vous dire que si vous êtes intéressé, la semaine prochaine, on présentera ce travail et on aura un débat avec des porteurs de projets et notamment une conclusion par Luc Gino et la chaire santé de Sciences Po. L'événement aura lieu à Sciences Po, vous pouvez vous inscrire sur notre site directement. Merci beaucoup. Merci. Merci Clément. Le lien d'inscription de l'événement dont vient de parler Clément est disponible sur le site de la Pure et sur notre site aussi si vous voulez vous inscrire. Et je vais de suite laisser la parole à Sabine Host et j'invite tout le monde à être très attentif, surtout les personnes qui sont inscrites à l'atelier 2 parce que vous allez travailler sur ce que vous présentez Sabine maintenant. Et pour les questions, on fera ça après la présentation d'Erwan Cordeau. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'observation de la santé environnementale. Donc, on va être à un niveau beaucoup moins opérationnel, on va dire. En début d'année, à l'ORS, nous avons produit un diagnostic de la santé des Franciliens, donc dans la perspective de l'élaboration du PRS 3 qui a été évoqué ce matin en introduction par Luc Gino. Et donc dans ce diagnostic très large sur la santé des Franciliens, nous avons consacré une partie à la santé environnementale en réalisant un focus sur 4 grandes thématiques, sur l'habitat, la pollution de l'air, le bruit, les composantes du cadre de vie et le changement climatique. Et donc ce diagnostic a servi à nourrir le cadrage du PRS 4 qui est actuellement en consultation. Donc, ce diagnostic a pu être réalisé grâce à tout le travail d'études qui est réalisé en amont au sein de l'ORS, au long cours. Donc, nous menons en particulier des travaux sur la pollution de l'air de longue date. On est impliqué sur ces sujets. Et donc, je vais vous proposer 2 focus par la suite. Donc, je reviendrai un peu plus en détail sur cet aspect-là. Nous avons aussi développé, dans le cadre du PRS 3, une plateforme d'indicateurs intersanté environnement, donc des indicateurs assez larges, à la fois d'état de santé, d'exposition, mais aussi des indicateurs d'impact liés à l'environnement à l'échelle des intercommunalités. Donc, tout ce que j'évoque là est mis à disposition, tout est en ligne sur notre site internet. Donc, nous avons aussi, dans le cadre du PRS 3, réaliser un travail sur la multi-exposition à l'échelle de l'AMA, et là je vais aussi revenir plus en détail là-dessus. Nous avons mené aussi des travaux en collaboration avec l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité, sur les problématiques
sur l'interconnexion entre la santé et la biodiversité. Donc c'est un travail qui permet aussi de progresser sur ces liens et de proposer dans les diagnostics, en tout cas aborder ces sujets dans nos diagnostics. Nous menons aussi des travaux en partenariat à la fois avec Erwan, donc il va rentrer un peu plus en détail sur le sujet de chaleur et santé, et avec Santé publique France, qui permet aussi, donc ces travaux d'études d'une manière générale permettent de nourrir nos diagnostics. Et donc nous menons tout cela grâce aussi avec nos partenaires, les autres grands observatoires. Je pense en particulier à Bruit-Parif, Air-Parif, et donc tous nos collègues des autres départements de l'Institut Paris-Région. L'ORS, je ne l'ai pas précisé, est un département de l'Institut Paris-Région, c'est une grande richesse pouvoir croiser nos sujets. Donc je vous propose ces deux zooms. Donc un premier zoom sur ce travail, cette démarche d'identification des zones de cumul de nuisances et pollution. Donc un travail qui a été mené durant les 5 années du PRSO 3 en collaboration avec le département environnement de l'Institut Paris-Région et aussi avec un partenaire national, l'INERIS, qui aborde ces sujets à un niveau national, ce qui permet une cohérence entre le niveau national et le niveau régional. Donc l'objectif de ce travail était d'identifier à l'échelle, donc notre territoire c'est l'ensemble de la région, à l'échelle de l'Île-de-France, les zones géographiques surexposées qui cumulent plusieurs problèmes environnementaux, donc, au travers d'un recueil, une exploitation de données environnementales, environnementales et de population. On a élaboré une méthodologie pour construire un indicateur composite, un score de cumul d'exposition et de surexposition, donc, qui a fait l'objet d'un rapport méthodologique. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont eu la chance d'en avoir apporté quelques exemplaires d'en récupérer un. Enfin, tout est détaillé dans ce rapport. Et donc l'objectif du travail était de diffuser, faciliter l'accès de ces données. Et donc, je vous montrerai l'outil qui a été développé et comment on pourra rebondir sur ces développements dans le cadre du PRSE 4. Donc en termes de résultats, aussi ce que ça donne, en termes de géographie, donc, je ne rentre vraiment pas dans le détail technique de la méthode, de la manière dont ça a été construit. Donc, vous avez juste illustré avec les pictogrammes les problématiques qui ont été incluses dans cet indicateur. On est vraiment sur un indicateur lié à l'environnement extérieur. On n'a pas inclus les problématiques d'habitat et c'est pour ça que dans le PRSE 4, il y a des développements qui vont aller dans ce sens. Et donc, au final, on travaille une maille qui est assez fine, de 500 mètres par 500 mètres, la taille d'un quartier. Donc, ça reste quand même un criblage régional. Quand on est sur les quartiers, tout ce qui a été évoqué dans les exemples de l'IS ce matin, la maille est beaucoup trop large en fait, pour aborder les sujets à un niveau aussi fin. Donc on est vraiment sur du criblage régional et donc on obtient un score qui s'échelonne entre 0 à 100, donc on a une situation continue. Donc ce travail prolonge un premier travail qui a été mené dans le cadre du PRSE 2 où là on avait une approche plus tout ou rien, on parlait de point noir environnemental où on comptait le nombre de nuisances dépassant un certain seuil. Donc là on a voulu être plus dans la nuance, donc on a une approche véritablement continue. Sur la plupart des problématiques environnementales, on n'est pas sur des effets de seuil, donc il y a bien un continuum. Malgré tout, à un moment, il faut bien se fixer pour orienter, pointer les territoires justement qui cumulent le plus. Donc on a proposé un score en 6 catégories en fonction de comment se répartissait ce score au sein des mailles. Et donc on a retenu le score, donc vous voyez là, les deux dernières catégories, le score de 38 qui correspond aux 5% de mailles les plus impactées, donc le niveau de score le plus élevé et qui compte 15% de la population. Donc on est sur des zones plutôt qui pointent plutôt sur la zone dense. Donc c'est un premier score qu'on a développé, on en a développé un second, donc là on est vraiment uniquement sur les composantes de l'environnement. Et donc on a voulu présenter aussi une géographie qui tient compte des caractéristiques de la population et en particulier de la plus ou moins grande sensibilité de la population à ces expositions
environnementale. On parlait de cumul d'exposition, mais aussi d'inégalité environnementale. Et donc, finalement, le fait d'être plus sensible, plus fragile, parce qu'on est plus jeune ou plus âgé, ou parce qu'on a des pathologies préexistantes, ou parce qu'on est plutôt dans des catégories défavorisées qui ont moins de capacité à faire face à ces expositions. Donc le risque, finalement, quand on est exposé, va être plus élevé. Donc pour tenir compte de ces aspects-là, on a construit un second score donc, qui donne une géographie un petit peu différente, donc qui est catégorisée sur le même principe. Et sur la diapo suivante, juste pour illustrer, finalement, quand on superpose les deux scores, donc on voit que les quartiers, certains quartiers dans le centre de Paris qui apparaissaient dans les mailles les plus exposés, finalement changent de catégorie, et à l'inverse, d'autres mailles qui ne ressortaient pas quand on prend en compte la fragilité des populations ressortent. Donc on propose ces deux géographies. Et donc on a mis à disposition un outil de visualisation, donc les Cartoviz, sur le modèle des Cartoviz de l'Institut, donc qui permet une interrogation à la maille et qui permet, au-delà d'appréhender ce score, d'avoir des informations un peu plus détaillées sur ce qui explique le score en termes de composantes environnementales. Finalement, est-ce que c'est plus une problématique de pollution de l'air ou un enjeu lié à la qualité de l'eau. Donc, les deux scores que j'ai évoqués sont présentés dans l'outil, et donc on propose également une dernière carte, ce qui est illustré en bas à droite, où on a croisé ces mailles les plus impactées, donc avec le seuil qu'on s'est fixé de manière plus ou moins arbitraire, avec les projets d'aménagement. Donc l'idée étant de dire que quand on est sur un secteur avec des projets d'aménagement, on a la capacité d'agir. Et si on identifie qu'on a des problèmes multi-exposition, il faut avoir une vigilance particulière pour intégrer dans les solutions qu'on propose des options qui permettent d'atténuer ces expositions et, in fine, d'améliorer la santé. Donc, c'est ce travail qui a été développé, ces outils qui ont été développés, cet indicateur, puisqu'on l'a mis aussi à disposition sous forme d'open data, donc on peut récupérer ces données, les croiser, les remouliner un peu comme on souhaite, a pour but d'être intégré à ces diagnostics préalables et renforcer la prise en compte de ces enjeux. Et donc c'est ce travail-là qu'on souhaite mettre en œuvre au travers de l'action 9.3 du PRS4, donc en copilotage avec Ecopolis, et qui fera l'objet de la réflexion au cours de l'atelier qui va suivre. Une deuxième étude aussi sur laquelle sujet sur lequel l'ORS investit beaucoup, donc l'impact de la pollution de l'air. Et donc pour la première fois, c'est une étude qui date de début 2022. Pour la première fois, nous avons proposé une territorialisation de l'impact au niveau régional, donc une vision plus territoriale de comment se répartit l'impact de la pollution de l'air au sein de la région Île-de-France. C'est un travail qui a été mené en collaboration avec Air Paris et qui visait aussi à tenir compte de ces fameuses recommandations OMS là, qui ont été revues fortement à la baisse en 2021 pour montrer le gap qui reste, l'impact encore très prégnant de la pollution de l'air dans la région. Et donc c'est un travail aussi qui a permis de documenter l'évolution de cet impact sur la dernière décennie. Parce qu'on parle, je dirais, de plus en plus de la pollution de l'air, ce qui peut laisser penser, en particulier pour le grand public, que la situation se dégrade, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc on a évalué l'impact de la pollution, attribuable à la pollution de l'air sur la mortalité il y a 10 ans à celui qu'on observe actuellement, et donc on a estimé que la mortalité attribuable à la pollution de l'air avait baissé de 40% en 10 ans, ce qui représente un gain net moyen de 8 mois d'espérance de vie, donc ce qui est véritablement énorme. Il y a très peu de mesures de santé publique qui permettent d'atteindre un résultat aussi impressionnant, donc il est très important d'agir sur la pollution de l'air, parce que malheureusement on déplore encore près de 8000 décès attribuables à la pollution de l'air encore aujourd'hui. Ce
qui représente un décès sur 10. Donc là, on parle de décès. Bien évidemment, avant un décès, il y a tout l'aspect pathologie. Donc la pollution de l'air est responsable d'un grand nombre de pathologies chroniques, et ce sont des travaux que nous sommes en train de mener également pour quantifier l'impact de la pollution de l'air en termes de pathologie. Donc en termes de perspective, dans le cadre du PRSE4, donc, qui va être un peu notre feuille de route, nous en tant qu'observatoire pour les 5 années à venir, donc, il y a un objectif de renforcement de l'observation régionale en santé et environnement, avec la mise en place d'un groupe de réflexion au sein du réseau ISE, qui est le réseau des acteurs de la santé environnementale en région Île-de-France. Donc l'idée, c'est d'avoir une réflexion plus partenariale, à la fois sur les besoins, donc un groupe de réflexion qui associera non seulement des acteurs de l'observation, mais aussi des utilisateurs, et en particulier des collectivités. On souhaiterait que des collectivités soient à la table de la réflexion. Et l'objectif est aussi d'organiser la réponse aux besoins, de favoriser l'adéquation entre les besoins et la réponse qu'on propose, et aussi de mutualiser les réflexions avec les partenaires, parce qu'on est sur un élargissement du champ avec des approches une seule santé, avec toute la question des enjeux liés au changement climatique. Donc on a besoin de travailler ensemble pour renforcer cette observation, et donc avec d'autres actions plus ciblées. Donc ça a été évoqué sur Habitat et Santé, en partenariat avec l'ADRIL et l'ARS, et une observation aussi, une réflexion plus spécifique sur les enjeux liés d'impact sur la santé liés au changement climatique. Donc voilà pour les perspectives. Je vais laisser la place à Erwan. Merci Samy. Effectivement, et Erwan, je suis désolé, je vais jouer le rôle du père Fouettard, il faut vraiment tenir le timing là. 10-12 minutes. C'est moi qui les fixe. Oui. Bonjour à tous, que je parle bien dans le micro, donc il va falloir faire vite. Donc un petit mot donc, en transition sur changement climatique et santé, à travers les travaux qui nous occupent. La présentation sera en 3 temps, les enjeux associés aux vagues de chaleur et à l'effet de chaleur urbain. Et à travers ça, le retour d'expérience sur l'approfondissement des connaissances en température, effet de chaleur urbain et santé. Ensuite, une approche de diagnostic de vulnérabilité de la chaleur urbaine qu'on va bientôt publier, mais qui est déjà sorti pour partie. Et puis, l'identification des registres de solutions et un petit prisme sur les abris climatiques sur le sujet. Bon, je ne présente pas. Et donc, oui, l'ORS est bien partie de l'Institut Paris Région. Donc ça, c'est une carte un peu de synthèse sur les enjeux de surmortalité humaine et jusqu'aux enjeux systémiques liés à la chaleur urbaine et à l'effet de chaleur urbain, qui nous vient d'un diagnostic sur lequel on a travaillé pour le compte de l'élaboration du plan régional pour le climat en septembre 2022, qui a été publié par la région. Et donc c'est de dire avant tout, c'est le premier des enjeux, c'est le risque de surmortalité humaine. Tout le monde a en tête la canicule 2003, avec la surmortalité exceptionnelle en Île-de-France, plus de 5000 décès en excès, et avec notamment l'évocation de l'effet d'îlot-chaleur urbain, la grande métropole, l'aménagement, qui crée un problème, un certain nombre de perturbations qui va rajouter au contexte climatique la vague de chaleur, la canicule du moment. Voilà. Que cet impact est toujours observé, malgré on va dire la première mise en place du plan canicule de 2004, on observe en Île-de-France comme en France qu'il y a toujours de la surmortalité avec les vagues de chaleur qui se succèdent jusqu'à aujourd'hui. Et puis que la prospective climatologique n'est pas bonne. Alors sur cette carte, j'ai parlé des enjeux sanitaires, mais il y a les enjeux systémiques avec la baisse de productivité au travail, avec des travailleurs qui sont particulièrement plus concernés que d'autres, l'impact sur les équipements et services de santé, la dégradation des réseaux et des infrastructures, les tensions sur les ressources en eau qui sont des solutions et en énergie aussi, le stress thermique de la végétation et des cultures, et lorsqu'il y a encore un effet combiné avec une grande vague de sécheresse, on n'imagine pas effectivement le cumul de 2 aléas, canicule et sécheresse.
Donc voilà, ça c'est des informations qui viennent de la littérature, des travaux du GREC, par exemple Île-de-France et de Météo France CNRM. Voilà, donc je vais un peu plus vite. Alors, donc pour le premier temps, c'est de dire que l'argumentaire santé publique dans les travaux que l'on suit, notamment les travaux de recherche, est de plus en plus présent. On a travaillé avec l'ORS et Santé publique France à effectivement croiser les données de sort-mortalité à la commune en Île-de-France avec la rétrospective par rapport aux effets de l'îlot chaleur urbain, les différents paramètres qui caractérisent l'îlot chaleur urbain, l'artificialisation des sols, la présence ou pas carence en espace vert, et on voit par exemple de cette étude qu'il y a un risque de mortalité de plus de 18% entre des communes très très peu arborées de Paris et Petite Couronne et des communes beaucoup plus arborées, par exemple. Et que dans les projets de recherche dans lesquels on participe depuis maintenant 10 ans sur le territoire francilien, l'avant-dernier en date c'était le projet MAPUS, il n'y avait pas encore la composante santé publique. Là, dans le dernier consortium du projet de recherche H2C, Heat and Health in Cities, donc chaleur et santé en ville, là, Santé publique et Santé publique France et l'ORS sont parties prenantes du consortium à côté du CNRM, de l'Institut Pierre-Simon Laplace, de Paris également pour le volet chaleur et pollution de l'air. Voilà. Vous me dites si je vais un peu vite. Donc, ce projet de recherche, en ce moment, puisque c'est un projet de recherche, c'est toujours assez long, ça met 4 ans, c'est des projets financés par l'ANR. Il a comme objectif scientifique et technique d'améliorer les services climatiques urbains pour l'action des parties prenantes et soutenir l'action publique en matière de prévention de la chaleur dans la ville. Donc, il a trois objectifs principaux, et on voit que dans le premier, c'est mieux toujours améliorer les connaissances sur l'impact de la chaleur en ville, et il y a la notion du confort thermique intérieur, la mortalité et morbidité qui sont étudiées. Dans le renforcement de la synergie entre modélisation et observation multisource, il y a un travail encore sur les déterminants de la santé et des risques sanitaires associés, et enfin dans le porter à connaissance, parce que c'est aussi très important, donc c'est de produire les bons indicateurs environnementaux d'exposition et de risque. Donc ça, c'est la sortie du projet, ça sera 2025. Voilà. Un petit mot, dans le cadre de ce projet, nous, on a été en charge d'un questionnaire à l'adresse des parties prenantes franciliennes. On a effectivement adressé le questionnaire à 300 parties prenantes. Quand on regarde en action sanitaire, sociale, aménagement, urbanisme, dans tous les échelles métiers qu'on peut avoir, on avait un focus énorme de 300 adresses possibles de parties prenantes. Bon, il y a 50 organismes qui ont joué le jeu, 70 questionnaires de recherche exploités. Voilà un petit résultat sur le niveau de considération de l'enjeu de chaleur en ville par les répondants. Donc voilà, le grand public, notamment en termes de comportement adapté, l'ensemble des acteurs privés, y compris l'émission de service public, c'est très insuffisant. Voilà. Ça, c'est des éléments de recherche qu'on est en train de dépouiller. Et puis, par exemple, sur les cibles, on a parlé des cibles prioritaires. Effectivement, voilà ce qui ressort par rapport à cet enjeu de chaleur et santé en ville. Les populations isolées, les jeunes enfants, les personnes en situation de précarité et sans domicile, et puis, bien sûr, les populations sensibles ou fragiles, par exemple. Et on s'aperçoit dans les répondants, par exemple, la communauté, le sport, n'est pas du tout vraiment inquiété des conditions de chaleur et santé excessive en ville. Voilà. Ça, c'est quelques éléments. Deuxième partie, l'étude qu'on a sortie, plus ou moins, qu'on va ressortir en décembre, c'est sur l'approche de vulnérabilité à la chaleur urbaine, vulnérabilité au sens de croiser l'aléa de chaleur, notamment la géographie des îlots de chaleur urbains, avec les notions d'exposition de sensibilité, deuxième axe, et enfin les notions de difficulté à faire face, ou incapacité à faire face. Voilà, c'est ces trois composantes réunies qui nous permettent d'avoir une première évaluation en termes de vulnérabilité, de risque climatique, de vulnérabilité. Notre approche par rapport à l'aléa îlot de chaleur urbain, c'est par l'aménagement. Ça, si on voulait arriver à un résultat pour
commencer à orienter les solutions en lien avec l'aménagement. Et donc c'est un modèle empirique. La recherche connaît très bien les 6 familles de perturbations liées à l'urbanisme qui créent plus ou moins un îlot de chaleur ou un îlot de fraîcheur. Et donc on a travaillé par rapport aux caractéristiques des bâtiments et qu'on a regroupé à l'échelle du pâté de maison. Voilà, un ensemble de bâtiments, donc c'est à l'échelle de l'îlot, parce qu'on s'intéresse à toute l'île de France. Voilà. Et donc, on a travaillé, grâce aux enseignements de la recherche, à travailler sur les propriétés des zones climatiques locales, un référentiel de recherche qui au niveau mondial. Et c'est ça notre approche, proprement dit. Il y a plein d'autres outils et d'approches non pas concurrents, mais complémentaires pour définir l'aspect hydrochaleur urbain. Et donc, voilà. Et donc, la littérature nous permet on va dire, de détailler des critères qui font sens en matière d'exposition de sensibilité, comme par exemple l'âge des personnes, moins de 5 ans, plus de 65 ans, plus de 75 ans. Je ne vais pas tous les décrire, l'isolement des personnes, et puis des critères de capacité à faire face ou difficulté à faire face, comme l'accès à un espace vert de proximité ou l'accès à un médecin généraliste de proximité, aux urgences hospitalières, etc. Et donc, c'est confronté à un croissant géographique, et donc il faut qu'on ait ces déterminants à une échelle géographique de croisement. Donc il y a plein d'autres critères qu'on n'a pas pu effectivement intégrer, puisque la géographie de ces critères, on ne la connaît pas à notre échelle de travail à l'îlot. Voilà. Donc c'est les limites de ça, mais c'est une première proposition de critères qui font sens de la littérature pour parler de vulnérabilité. Voilà, donc voilà, ça va aller beaucoup plus vite là, maintenant. La volumétrie nous permet de rentrer dans la classification des zones climatiques locales avec des propriétés cachées définissent chaleur, fraîcheur, derrière. On les utilise dans un outil qui est en 2022, il existait déjà sur l'année 2012 avec un outil de sensibilisation grand public, partie de propriété avec le jour, la nuit. Les effets sont très différents entre le jour et entre la nuit. Voilà, sachant qu'on s'inquiète beaucoup de la nocturne. Effectivement, la question sanitaire, que les organismes retournent en nature, habiter dans un îlot qui reste chaud la nuit, les températures de nuit tropicales, par exemple, c'est effectivement des secteurs où il y a peut-être des interventions à faire. Voilà, donc c'est très imagé. Le bleu, c'est très faible des potentiels de rafraîchissement, et à rouge, c'est un problème. Ça minutes. Non, c'est bon. Je vais juste faire. Ouais, je peux faire plus longtemps. J'essaie de l'avoir regardé. Ça nous permet, à l'échelle du pâté de maison, comme je disais, c'est à l'échelle du bâtiment, déjà d'exprimer une statistique territoriale des zones avec des chaleurs plus ou moins marquées, voilà, d'en faire des éléments de synthèse par regroupement de catégories de chaleur fort, moyen, etc. Et de retirer des statistiques, par exemple, sur la métropole de Paris, première statistique, 3 habitants sur 4 concernés résident potentiellement dans un îlot à effet de chaleur moyen à fort. Voilà. C'est pour avoir un petit peu le delta d'enjeu sur le territoire parisien, métropolitain, francilien. Quand on passe à la notion de vulnérabilité, notre géographie se dessine, puisqu'on intègre des critères d'exposition, de sensibilité et de espace. Voilà. Donc notre géographie se dessine, et en statistique sur une zone de métropole Paris, un habitant sur 2, donc en cas de vulnérabilité forte. Voilà. Donc on peut jouer de l'ensemble des registres de cette étude, toutes les données étant accessibles en open data et rapport à l'éthologie qui va être publié en décembre. Et dernière séquence, c'est, quand je disais, lier les caractéristiques de l'aménagement, pour parler un petit peu de solutions, registre de solutions sur les modestes. Et donc, on a
on va dire, outil expert pour, à partir de toutes les caractéristiques d'un niveau, se dire dans quel registre de solution on pourrait investiguer plus qu'un autre. Donc voilà, par rapport à la lutte contre les chaleurs urbains, il y a toute une famille de solutions au problème de la ville, engendré par l'urbanisation, l'augmentation de la verticale, des surfaces en eau, des surfaces d'ombrage et la gestion des consommation bâtie, les matériaux thermiques et optiques, les sources de chaleur anthropique, comme les climatiseurs sur les chaleurs de la rue, et la morphologie urbaine, ça c'est plus dur, c'est qu'à l'occasion un changement de la vie. Voilà. Et puis, on a des projets de solutions également dans le renforcement du capacité d'interface ou la prise en compte de l'exposition et la fragilité, par exemple, mettre les bouchées pour investiguer des personnes isolées, fragiles, handicapées, le registre municipal, doivent tenir c'est un projet en termes aller loin sur cette dimension-là. Et puis, j'en ai presque fini, pour faire ça les deux, il y a la prévention d'engagement, il y a aussi la prévention aménagement pour la gestion de crise, par exemple dans les plans communaux de sauvegarde qu'ont à faire les maires, il y a maintenant une responsabilité qui leur incombe d'inventorier les espaces refuges en cas de canicule. Et donc voilà. Ça monte en puissance juste là, dans le plan communal de sauvegarde, vraiment sur la dimension risque majeur, etc. Mais avec la chaleur urbaine, la canicule et la sauvegarde des populations, les abris climatiques, notamment une mesure du plan régional d'adaptation du climat, créer un maillage de fraîcheur, un moment de diminuer la pied pour les franciliens en cas de canicule. Et donc, on commence à travailler sur ce sujet-là, après définir ce que c'est un lieu de fraîcheur, d'abri climatique, des espaces ouverts, notamment ombragés, et puis des espaces bâtis, des avec la dimension de responsabilité aussi d'accueil des personnes plus fragiles. Donc ces moments-là, les intercos, il y en a beaucoup qui sont déjà lancés sur la cartographie de ces éléments-là. Là, on va essayer de faire aussi pour les grands, mais en croisant ça avec les situations et la fragilité, les compétences les plus vulnérables, et notamment pour regarder effectivement la notion de carence ou bien voilà, c'est un début. Merci.